Job Radio présente Superfast, un podcast avec Julien Doza. Bienvenue dans ce 4e épisode de Superfast. 15 minutes de conseils et infos pratiques pour permettre aux entrepreneurs de financer leur croissance dans cette période de crise. Et pour présenter cette émission, à mes côtés, Jean-Baptiste Vénin de Job Radio et Startup Media. Salut Julien, bonjour à tous. Ce petit rappel, comme d'habitude, vous pouvez retrouver dans son intégralité cet épisode et tous les autres d'ailleurs sur jobradio.fr et startupmedia.fr, mais aussi en téléchargeant sur les stores l'appli Job Radio ou en vous rendant directement sur les plateformes de diffusion de podcasts. Alors après le business et pour ce 4e épisode, Julien, nous avons décidé de nous intéresser au financement des startups par les fameuses Ventures Capital. Voilà, on a choisi ce sujet car moi j'ai été choqué, nos auditeurs peut-être aussi, que fin mars, seulement après un mois, les journaux citeraient la chute des investissements dans les startups avec le coronavirus, l'heure est au sauvetage, pas à la prospection. On a l'impression que le monde s'arrêtait. Le baromètre mensuel des levées de fonds du GDN indiquait même que l'investissement dans les startups était en baisse de 65% en mars. Sur un an comme sur un mois, un drame pour toutes les startups en cours de levée de fonds. Alors Julien, j'ai effectivement vu les mêmes chiffres que toi, et c'est vrai qu'on ne va pas se mentir, ce n'est pas franchement ce qu'il y a de plus réjouissant, mais dans le même temps, s'il est vrai que la plupart des VC se sont mis en pause, certains poursuivent leur investissement, c'est le cas de Ventec, Otium Capital, One Ragtime. Un article paru il y a quelques jours dans les Échos et toujours d'ailleurs disponible en ligne, nous explique pourquoi ces argentiers ont décidé de maintenir leur investissement en temps de crise. Tant qu'il y a de la vie, finalement, il y a de l'espoir. Julien, pour ce 4e épisode de Superfast et pour illustrer cette question du financement des VC pendant cette période de crise, tu as décidé de recevoir Cyril Olu, le CEO d'Imperiatech, et François Paulus de Brigad. Alors, Imperiatech, c'est une start-up en plein développement spécialisée dans les solutions interactives intelligentes. Elle a été fondée il y a 3 ans et compte déjà de nombreux clients prestigieux. Bonjour Cyril. Salut Julien. Alors, ma première question, d'abord, c'est comment vas-tu et comment se passe le confinement pour vous ? Bah écoute, tout va bien, je te remercie, j'espère que toi aussi. Alors pour ma part, moi je suis en télétravail à la maison, mais tu sais, je suis quelqu'un de très très optimiste, j'essaie toujours de voir le bon côté des choses. Donc ce confinement, il nous a permis de prendre le temps de réfléchir aux moyens de rebondir, aux nouvelles contraintes. Il nous a permis d'élargir un petit peu le champ des possibles aussi, d'étudier les nouvelles opportunités du marché finalement après le confinement. Et on a essayé vraiment de repositionner ce qu'on avait envie de proposer à nos clients. Alors, j'avais une autre question. Donc, j'ai présenté rapidement la Imperiatech. Et quand tu parles de solutions interactives intelligentes, tu parles de quoi exactement ? Alors, nous, on a créé une plateforme de création et de gestion de contenu pour écran tactile en point de vente. Et concrètement, en fait, ça te permet de créer des catalogues interactifs de produits et de services pour les points de vente physiques. Et pourquoi intelligente ? Parce que le gros avantage des solutions tactiles, finalement, c'est la récolte des données, avec qui, grâce à elle, on va être capable d'accumuler toutes les informations recueillies sur les écrans pour personnaliser et optimiser l'expérience client. L'idée, c'est de cibler le consommateur, de comprendre ses points d'intérêt, finalement, les interactions sur lesquelles les interactions qu'il va pouvoir avoir avec les écrans, et on va permettre derrière de personnaliser le contenu et donc d'accroître les chances d'augmenter le chiffre d'affaires. Et si tu le veux bien, je te propose de prendre un exemple très concret. Prendre l'exemple d'une concession automobile à Paris, par exemple, qui serait limitée par l'espace de sa concession. Dans l'idée, elle peut pas faire 12 000 m², la concession à Paris, et qui possède un stock de véhicules d'occasion à vendre, on va dire 50 véhicules. Et ben, grâce à notre solution, la concession va permettre de présenter, de proposer tous ces modèles de véhicules qui seraient pas accessibles sur place, mais pourtant bien présents dans le stock. Et grâce à la récolte des données, on va être capable de personnaliser le contenu affiché sur les écrans, comme je te le disais. En gros, les clients qui visitent les concessions le lundi matin, ils sont complètement différents des clients qui visitent les concessions le mercredi après-midi, ou encore du samedi matin. Ils s'intéressent pas du tout aux mêmes choses, et donc on mettra pas le même type de contenu à l'écran. D'accord, donc c'est de la personnalisation sur point de vente en fait. Exactement. Du coup, t'en es où dans le développement de ta startup aujourd'hui ? Alors cette année, c'est la phase d'accélération. Aujourd'hui, on est 4 salariés, on est partenaire Samsung France, on a un contrat cadre avec un gros constructeur automobile, et tu l'as dit et je te remercie, un portefeuille client qui s'élargit. Et 2020, ça devait vraiment être une année charnière pour nous, avec un objectif de levée de fonds à la clé. L'ambition, c'était de faire une première levée de fonds d'1 million pour aider à accélérer la croissance et asseoir notre position de précurseur. D'accord. Et vous voyez comment à 3 ans alors ? Alors la vision à 3 ans, c'est de nous imposer comme le leader de la solution tactile interactive en France. Et dans l'idée, si on pouvait aussi commencer à développer la zone au niveau européen, voire aux US, l'ambition c'est que demain, si tu achètes un écran tactile ou une borne chez n'importe quel revendeur ou grossiste, notre solution elle soit proposée avec. Avec la crise, vous avez un impact sur votre levée de fonds, en tout cas sur votre démarche d'aller lever ces 1 million d'euros ou pas du tout ? Alors ça a remis pas mal de sujets en question, c'est vrai, notamment sur les délais qu'on s'était fixés pour lever des fonds. On avait l'ambition et l'objectif, nous, de lever cet été. Je pense que ça va être un tout petit peu décalé dans le temps. Là, notre objectif sur du court terme, ça va être de trouver rapidement un moyen de nous adapter pour continuer finalement l'activité et faire rentrer du chiffre.
Cette crise, elle nous a permis aussi, ce confinement nous a permis de réfléchir à des nouveaux projets qui, on l'espère, vont beaucoup intéresser les points de vente en sortie de confinement. Ça a aussi remis un petit peu en question les montants qu'on souhaitait lever. Avec la crise, on n'est plus certain finalement de la volonté des investisseurs à accompagner le développement des startups. Et même s'ils continuent d'investir, est-ce qu'ils investissent les mêmes montants qu'avant la crise? Dans quel type de start-up ils les investissent et à quelle phase de croissance? On te remercie Cyril pour ce témoignage et on te dit à bientôt. Merci à toi Julien, à très bientôt. Et on remercie évidemment Cyril Olu, CEO d'Imperiatech, d'avoir accepté notre invitation. Et pour répondre à Cyril, j'ai consulté François Paulus. Il est co-founder et partenaire de Briga. Briga, c'est un fonds de venture fondé il y a 7 ans avec 250 millions d'euros sous gestion. Il investit notamment dans l'économie du digital, sauf les medtech et les biotech. Bonjour François. Bonjour Julien. Les startups veulent savoir s'il est toujours possible de se faire financer par un VC. Mais avant d'y répondre, c'est quoi votre contexte actuellement ? Ce qui est sûr, c'est que dès l'annonce du confinement, en fait, on a appelé toutes nos startups. Nous, par exemple, on a 45 startups au portefeuille, mais enfin tous les autres VC on fait comme nous. On a tous appelé nos startups et on leur a dit la crise va être majeure. Faut faire on a appelé ça des Corona plans, mais enfin en clair, c'était des plans de trésor pour qu'ils essaient de passer les 12 à 24 prochains mois. Donc la première semaine, d'ailleurs, on a été pas toujours accueilli avec bienveillance, on va dire. Pourquoi je dis ça? Parce que peut-être certains entrepreneurs assez jeunes n'avaient pas vécu ni la crise de 2000 ni la crise de 2008 et au début nous ont pris un peu pour des dingues. Et puis je pense que, mais bon, il y a pas, bon, un entrepreneur, ça bouge vite, hein, et ça retombe sur ses pattes. Donc au bout de quelques jours, ils ont tous compris qu'on était vraiment dans le dur, qu'ils allaient être aussi dans le dur, et donc là, tout le monde s'est mis au travail. Et je dois dire que la réaction, je pense que mes collègues VC diront pareil, la réaction des entrepreneurs a été assez fantastique. Ils sont tous remis en cause et on est passé d'un modèle où c'était comment on va chercher la croissance, quitte à creuser le trou de cash flow et à lever beaucoup d'argent, à un modèle où qu'est-ce que je fais pour survivre ou vivre en tout cas pendant 12 à 24 mois en me disant que au pire mon chiffre d'affaires est divisé par X et au pire je n'arrive plus jamais à relever de l'argent dans les 12 à 24 prochains mois. Donc comme tout le monde, hein, je pense qu'on a fait N scénarios par startup et on a travaillé sur ces scénarios pour voir comment passer le creux. Et tu as une idée de la durée de cette crise ? Donc j'ai pas d'opinion tranchée. Ce qui est sûr, c'est que quoi qu'il arrive, avant fin d'année, ça va pas redémarrer de façon violente entre guillemets. Donc, je crois que 6 mois, c'est vraiment le minimum d'impact qu'on peut estimer pour la plupart des startups, sachant que bon, évidemment, les startups dans le C2C sont très affectées, mais il y a d'autres startups dans les télécoms ou dans la finance qui sont pas spécialement affectées en fait. Hein. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Pour rebondir à tes propos, François, c'est vrai qu'au départ, personne pensait que cette crise allait durer, et puis on la voit de plus en plus s'installer dans le temps. Ouais, c'est clair. Ouais. On arrive maintenant à la question que tout le monde se pose. Peut-on toujours lever des fonds quand on est une startup en early stage ou en phase de scaling ? Alors, je dirais que ça va dépendre vraiment de à quel fonds tu t'adresses. Nous, par exemple, en hyper early stage, ça nous arrive d'investir des boîtes qui ont à peine démarré ou pas du tout démarré. Aujourd'hui, on le ferait plus trop puisque quand on fait ça, c'est pour justement les aider à démarrer et voir ce que ça donne, entre guillemets. Donc là, comme pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, elles pourront pas démarrer. Ça, c'est le genre de boîte que nous, on fera plus à très très court terme. En revanche, tu as des fonds qui sont dans l'ultra seed qui, eux, vont continuer à le faire parce que c'est leur métier de tous les jours. Donc là, je dirais, ça dépend à quel fonds ils s'adressent. Et de façon plus générale, de la même façon, quand on investit, je sais pas, 100 ou 150 000 euros dans une boîte, peut-être qu'on peut se permettre de pas rencontrer l'entrepreneur parce que peut-être risque pris par rapport à je fais N call ou N hangout avec lui, ça suffit. Nous, on investit plutôt quelques millions quand on rentre dans une boîte. On pourra pas faire d'investissement et la plupart des VC ont dit la même chose tant qu'on ne les aura pas rencontrés physiquement. Pour autant, on peut faire tout le process. Et un process d'investissement, ça peut prendre, on va dire, 1, 2, 3 mois. Donc, on peut faire des hangouts avec les entrepreneurs, on peut faire des comités d'investissement avec les entrepreneurs, on peut aller très très loin, on peut aller jusqu'à la term sheet, mais on peut pas aller jusqu'à l'investissement final. En tout cas, c'est notre position à nous, mais donc on n'est pas à l'arrêt, dit autrement. Et donc, les entrepreneurs peuvent continuer à envoyer des dossiers si leur dossier était prêt, quoi, entre guillemets. Merci pour cette réponse. Et nos auditeurs pourront envisager davantage l'avenir. Oui, encore une fois, d'ailleurs, nous, on n'a mis aucune de nos équipes au chômage partiel, par exemple. Ils travaillent tous. On est assez chargé. Donc, évidemment, on est chargé avec nos boîtes actuelles, ça c'est sûr. Mais on a le deal flow qui continue. Alors, ça c'est un peu ralenti, hein, évidemment, on va pas se mentir. Mais on a le deal flow qui continue et on a été très clair avec les entrepreneurs. Il y avait ceux qu'on avait rencontrés avant.
le lockdown. Donc ça, on pourrait aller au bout. D'ailleurs, on est en train de closer quelques deals. Et il y a ceux qu'on n'a jamais rencontrés où on dit, je peux aller assez loin. Déjà, je peux te dire go ou no go, parce qu'il est déjà, un entrepreneur, il est déjà content quand on avance et qu'on lui répond. Donc si on peut lui dire, désolé, je ne ferai pas pour telle ou telle raison, de toute façon, ça le fait avancer pour sa levée avec d'autres venture capitalistes éventuellement. Et si on veut aller plus loin, on va aller le plus loin possible. Et quand on pourra se rencontrer physiquement, on pourra conclure des deals en fait. Chez Brega, par exemple, vous prévoyez combien de nouveaux deals? À quelle échéance? À échéance T3, T4. Là, on est en train d'en conclure 3 ou 4, je dirais. Et en supposant qu'on va de fait recommencer à aller au bureau, on va dire en juin, je pense qu'on pourra en faire à nouveau 3 ou 4 d'ici fin d'année. Ça suppose qu'on arrive à retourner bosser physiquement quand même. Et à comparer avant la crise? Pas une grosse différence parce qu'en fait, il n'y a pas de moyenne, je veux dire, parce que ça dépend du deal flow qu'on a, mais on va dire qu'on faisait un deal par mois à peu près, on en fait 10-12 par an. Donc là, nous, on avait la chance, c'est de la chance, on en avait 3 ou 4 en closing, donc là, en fait, il y a un petit embouteillage de deals et finalement, c'est pas plus mal, entre guillemets. Et tu vois, si je considère qu'effectivement, mai-juin ont un peu été tués, on va dire juillet, septembre, octobre, novembre, décembre, tu vois, sur 5 mois, on fera peut-être 3-4 deals. Donc, il n'y a pas une énorme différence. Mais encore une fois, ça, c'est valable si on retourne bosser. J'ai pas dit mai parce que je suis un peu méchant là-dessus, mais au moins à partir de juin, quoi. Sinon, ça va être vraiment compliqué. Peux-tu nous dire maintenant si les critères de sélection ont évolué, que ce soit pour vous ou d'autres VC? Moi, je dirais pas que les critères ont évolué. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'à très court terme, si tu déposes un deal travel tech ou événementiel ou food tech à base de beaucoup de livraisons, encore que la food tech, finalement, ça marche pas mal en ce moment, peut-être un VC va être un peu nerveux. Parce que de toute façon, soit il en a jamais fait et il n'y a pas vraiment de raison qu'il se mette sur ce secteur, soit il en a déjà fait et du coup, il a plein de boîtes du portefeuille en difficulté en ce moment. Donc, c'est bon, mais c'est conjoncturel. Là, on parle probablement de quelques mois. Donc, pendant ces quelques mois, il y a des secteurs qui, je pense, vont être blacklistés. Ensuite, tu vois, par exemple, prenons l'exemple du hardware. Le hardware, ça a toujours été assez compliqué à financer par les VC parce que les retours sur investissement sont un peu plus longs. Faut mettre un peu plus d'argent pour tout ce qui est production, etc. Donc, je suis pas sûr que ce soit la crise qui change fondamentalement nos raisonnements. Mais bon, voilà, l'être humain étant ainsi fait, il y a peut-être quelques mois où on va avoir peur de certains secteurs, mais c'est pas une remise en cause fondamentale des stratégies d'investissement, à mon avis. D'accord. Et quel conseil tu pourrais donner à une entreprise qui souhaiterait lever? Faut-il attendre, déposer dès maintenant ou tout simplement chercher une nouvelle solution? Nous-mêmes, on voit, encore une fois, c'est amusant parce que, tu vois, nous, on a dit, on reste ouvert, mais de fait, on ne pourra pas closer les deals tant qu'on vous a pas vu physiquement. Et là, on a eu un peu 2 types de réactions. On a des entrepreneurs qui ont dit: «Non, mais en fait, moi, finalement, je profite de cette période de confinement pour, rebosser, je sais pas, sur mon offre, mon marché, mon slide deck», que sais-je. Et donc, on a quelques entrepreneurs qui ont même annulé des rendez-vous, en hangout, en disant: non, en fait, je préfère, attendre quelques mois». Et on en a d'autres qui ont continué. Donc, je dirais, c'est, comme ils veulent. Encore une fois, la plupart des VC, je pense, continuent à faire le deal flow, mais peut-être certains entrepreneurs se disent, si c'est pour les rencontrer physiquement dans 3 mois, c'est peut-être pas la peine que je fasse un process aussi long, et donc je préfère attendre. Mais c'est vraiment comme ils veulent. Mais s'ils tournent en rond chez eux, qu'ils n'ont rien à faire, s'ils étaient enlevés, autant quand même prendre la température avec des venture capitalistes et faire quelques meetings pour aussi sentir comment le discours est reçu, je pense. Moi, si j'étais entrepreneur, c'est ce que je ferais en tout cas. En parlant d'avenir, tu peux nous expliquer quelles peuvent être les perspectives des VC? Ah, c'est gentil de s'intéresser à nous parce que c'est vrai que nous aussi, on a des sujets de financement comme nos entrepreneurs. Donc, oui, le modèle du venture capital, c'est aussi de chercher des actionnaires, ce qu'on appelle des limited partners dans notre jargon. Et nous, on a des millésimes de fonds et donc forcément, en fonction du retour sur investissement qu'on aura délivré à nos investisseurs, ils auront plus ou moins envie de revenir, eux ou de nouveau, puisqu'ils lisent nos reporting et ils regardent ce qu'on a fait. Donc, c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Est-ce que de façon durable, la crise actuelle va, on va dire, détériorer les TRI des millésimes d'il y a 3-4 ans, les millésimes de maintenant, parce que les millésimes, si je monte un fonds maintenant, si je viens de lever un fonds maintenant, bon, à la limite, c'était mes premiers investissements, un fonds, ça a une durée de 5 à 10 ans, là, c'est pas très grave. Mais mes boîtes d'un millésime d'il y a 4-5 ans, elles sont peut-être assez affectées aujourd'hui.
j'ai potentiellement plus de capacité à réinvestir dedans puisque mon fonds il est presque au bout. Et c'est plutôt ça qui pourrait stresser de dire attention, personne n'y peut rien, mais il y a peut-être quelques millésimes qui vont avoir un TRI dégradé, et donc dans quelques années, quand les investisseurs vont regarder la classe de venture, vont se dire oula, c'est pas une si bonne classe que ça. C'est une question qu'on pourrait se poser. Bon, en parallèle, ceux qui investissent en bourse se font laminer aussi en ce moment. Donc après, il y a quand même beaucoup d'argent dans le monde et beaucoup de gens qui ont de l'argent à investir. Donc je suis pas désespéré, et il faut juste qu'on fasse un peu attention et qu'on regarde. Ce qui est sûr, c'est que dans les 12 à 24 mois, ça va être très compliqué là pour le coup de lever des fonds, à mon avis. Mais sur le long terme, moi je dis souvent, c'est un peu la chaîne alimentaire. Je dis souvent aux fonds de private equity ou aux gens au-dessus de nous dans la chaîne, si vous investissez pas dans le venture, il y aura pas de start-up, donc pas de scale-up, donc pas de LBO dans le futur. Enfin, donc de toute façon, notre classe d'actifs, elle a un intérêt stratégique à mon avis. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Nous aujourd'hui, les startups ont besoin de VC. S'il n'y a pas les VC, voilà, nous on est l'étage zéro de la fusée. Ouais. Demain à développer nos entreprises en France et en Europe. Ouais, tout à fait. Tu vois, aux USA, tu as un phénomène mécanique qui est que les LP institutionnels qui ont des milliards sous gestion, ils ont des ratios. Et par exemple, peu importe, mais on va dire qu'ils doivent mettre 10% de leur fonds sous gestion, leur montant sous gestion dans le venture. Sauf qu'aujourd'hui, leur montant sous gestion, par exemple, ils ont été divisés en deux avec l'effondrement de la bourse. Donc le 10%, c'est toujours 10%, mais d'un montant qui est divisé en deux. Donc toi, tu peux avoir quand même des phénomènes assez massifs. Et donc on est quand même corrélé à la bourse, quoi qu'il arrive. Et donc, il faudra qu'on regarde ça dans les prochaines années, en fait. On te remercie, François, pour ces précieux conseils, et on te dit à bientôt. Merci. À bientôt, Julien. Merci à François Paulus d'avoir répondu à l'invitation de Superfast. Alors Julien, on va terminer ce nouvel épisode de Superfast comme on en a l'habitude, avec quelques conseils à donner aux startups en recherche d'investisseurs et peut-être aussi carrément en direction des VC. Alors, mes conseils pour obtenir des financements auprès des VC: faites le process d'investissement, envoyez votre dossier, les VC financent toujours les startups, donc ça c'est déjà une bonne chose. Deuxième conseil, faites comme Cyril, ne lâchez rien. Troisième conseil, profitez de ce moment pour repenser votre offre. Et dernier conseil, faites des meetings pour tester votre startup et prendre la température. Eh bien merci Julien, le prochain épisode maintenant avec Superfast, ce sera la semaine prochaine ? Oui, et on vous attend toujours plus nombreux. Concernant le thème de ce prochain épisode, on va vous apporter de nouveaux conseils pratico-pratiques pour gérer les décisions comportementales du CEO. Et on parlera de mentorat avec Anne Laratte, entrepreneuse et mentor à l'IME. Merci à vous de votre fidélité. Merci également à nos partenaires, le MoveJ, le mouvement pour les jeunes et les étudiants entrepreneurs, IME France, l'association française des instituts du mentorat entrepreneurial. Et à très vite sur jobradio.fr et startupmedia.fr. Tous les épisodes de Superfast sont à écouter sur jobradio.fr en téléchargeant l'appli Job Radio et sur toutes les plateformes d'écoute de podcast.